Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Aujourd'hui, on va parler d'un prospect qui fait une très grosse saison à titre individuel. C'est notre ami Rich Shepard. Et pour ce faire, je suis avec Thomas, le prospect du futur, le futur Alan Guillou, on l'espère. Salut Thomas, comment ça va? J'espère quel honneur. Bonjour à tous, très heureux d'être là encore, comme à mon habitude, j'ai envie de le dire. Un petit peu de pression pour commencer, ça fait toujours du bien. Et Oh, enfin, celui dont vous vous lassez pas de ses Twitch, c'est notre ami Hugues, The Big Voice. Salut Hugues! Je suis malade, complètement malade, mais ça va aller les gars, on va tenir. Alors aujourd'hui, comme j'ai annoncé, Rich Shepard au programme, un joueur qu'on attendait quand même plutôt en loterie en début de saison et voit peut-être apparaître encore plus haut. Dis-nous qui est-il, Hugues, notre ami Rich Shepard? Yes, effectivement, Reed Shepherd, c'est un joueur qui n'était pas forcément le prospect de Kentucky le plus en vue quand on a lancé la saison NCAA. C'était un prospect 4 étoiles qui a grandi dans le Kentucky. Je vais vous donner un 94 pieds avec Hugues quand même pour lancer parce que sinon vous allez être désorienté. 3 anecdotes sur Reed Shepherd, une seule de vraie. Première anecdote. C'est un joueur qui a beaucoup d'actions dans la crème anti-âge. Deuxième Mhm. anecdote, sur notre ami Reed Shepherd, il est féru d'astrologie et d'astronomie surtout, et donc il se repère beaucoup à l'étoile du Berger. Elle est technique, elle est technique. Et puis enfin, notre ami Reed Shepherd, il a une maman de caractère puisque il est le fils de Jeff Shepherd qui lui a donné son nom de famille, mais aussi du coup de Stacy Reed. Et la maman ne pouvant pas ne pouvant pas donner son nom de famille à son fils, elle lui a donné son nom en prénom. Donc heureusement pour lui, elle s'appelle Stacy Reed. Elle n'a pas un autre nom malvenu. Enfin voilà, ça c'est pour la présentation rapidement du garçon. Donc je l'ai dit, joueur qui a grandi dans le Kentucky, qui est né à London, effectivement aux États-Unis, tout le monde le sait, et prospect 4 étoiles qui rêvait de jouer pour les Wildcats puisque le papa a été MOP avec les Wildcats, donc meilleur joueur de la March Madness dans les années 80, et la maman aussi a joué pour les Wildcats de Kentucky avec plus de 1000 points en carrière, donc famille au sang bleu. Une famille au sang bleu, comme tu l'as très bien dit, effectivement. Donc la vraie réponse, hein, c'est la réponse 3. Pour ceux qui ne l'avaient pas, effectivement. Thomas, parle-nous un petit peu de ces mensurations du style de jeu de Kentucky cette année. On sait, hein, Kentucky, usine à prospect devant l'éternel avec l'inarrable John Calipari. Alors pour commencer avec les mensurations, Rich Shepard, on va pas se fier au site de Kentucky qui aime bien un petit peu booster. On va se fier à notre ami Jonathan Givoni dans ses articles qu'il a listé donc à 6'2 en chaussures, donc c'est-à-dire 1m88, 85 kg également. On est sur un joueur déjà bien bâti, il a des bons bras, il a des bonnes jambes, il est déjà en place physiquement pour un jeune garçon. On l'a pas précisé, il est né le 24 juin 2004, donc le 24 juin, même jour que Lionel Messi ou que Thomas Breton, donc deux illustres ancêtres pour lui. Waouh, beau gosse, c'est bien Joli, joli. placé, Justement, incroyable. assez bien placé. Et il a une petite envergure d'1m90, donc un garçon assez carré, un peu court de bras. Voilà, un jeune un peu cubique. Niveau, niveau contexte Kentucky cette année, c'était un peu un renouveau cette année Kentucky. On a eu, bon, ces dernières années, c'était un peu dur par moment de regarder les matchs, on voyait les prospects pas mis forcément en avant, mais cette année, ça jouait tempo, ça jouait 3 points, beaucoup de ball screen, etc. C'était vraiment beau à voir jouer. Franchement, j'ai jamais autant pris plaisir depuis que je suis la NCAA à regarder Kentucky. C'était une team qui jouait ultra vite. Septième équipe du pays avec le plus de tirs par match. Première équipe du pays au pourcentage à 3 points, 41% à 3 points pour l'équipe. Sixième offensive rating, donc deuxième en points par match également, à près de 90 points. Seul Alabama fait mieux. Donc vraiment une belle équipe qui a aussi de très bons résultats. Elle a toujours été dans le top 25 de l'AP Pool durant toute l'année. Les finissent site 3 pour la March Madness qui commence demain. Donc vraiment une belle année pour Kentucky. Bon, la défense en pâtit un peu, seulement le 258e defensive rating du pays. On a une équipe qui a joué très vite, énormément de transitions, top 1% en volume d'attaque rapide. Voilà, beaucoup de 3 points, beaucoup de transitions. Un jeu vraiment où les guards ont pu se faire plaisir dans cette équipe.
Donc effectivement, comme tu l'as dit, une équipe qui joue très vite, qui est pour une fois très fun à voir jouer, et ça, il faut le dire aussi, parce que comme tu l'as très très bien dit, Kentucky, c'est pas toujours un grand plaisir en termes basket à regarder, et pour autant on les regarde chaque année, parce que chaque année il y a des prospects. On va faire un petit point sur les stats du jeune homme, hein, qui sont quand même assez intéressantes et assez parlantes. On va dire, surtout dans les pourcentages. C'est un garçon qui a 12,7 points, 4,5 passes, 4,3 rebonds, 2,5 interceptions et 2 turnovers par match. Mais ce qui est le plus intéressant peut-être, c'est son shooting, parce qu'il fait partie du club réservé à l'élite, le club des 180, avec 84% lancés francs, 55% à 3 points et 52% à 2 points. Donc, ce qui est tout bonnement une saison hallucinante en termes de réussite au tir. On va enchaîner avec les points forts, bien évidemment. Qu'est-ce qui en fait de lui un prospect valuable? Pourquoi il est regardé? Pourquoi là, à l'heure actuelle, le 18 mars 2024, certains le mettent en top 1? Oui, ne rêvez pas, certains le mettent en top 1 dans les mocks. Hugues, c'est quoi son point d'appel? Bon, on est dans une cuvée de role player, on l'a dit tout au long de l'année, dans une cuvée de Suyendi. Et ce garçon-là est peut-être l'un des Suyendi les plus aboutis et les plus propres de toute la cuvée. Alors sur les postes d'arrière, moi je vais partir sur la défense parce que tu l'as dit, 2,5 styles, on a un joueur qui est un tueur de point of attack. C'est un joueur qui va tous les soirs, alors il sort du banc, hein, parce que à Kentucky, il y a énormément de joueurs et donc il finit les matchs, mais il sort du banc. Il se tape tout le temps quand il entre sur le terrain le meilleur porteur de balle adverse. Ce qui est très impressionnant, c'est sa capacité à traverser les écrans, à glisser à travers les écrans, mobilité latérale, puissance au sol, joueur plus qu'intelligent pour scouter l'attaquant adverse, savoir sur quelle main il faut l'orienter, pour quel joueur il faut passer dessous, pour quel joueur il faut passer au-dessus de l'écran, et puis toujours le timing des mains hyper agressives sur le rebond de la balle, dans le dribble, pour aller intercepter, et puis ligne de passe et la rotation. Donc on a vraiment un défenseur sur l'homme, ben, plus qu'abouti. La projection au niveau supérieur là-dessus, elle se fait de façon assez simple, hein, puisqu'on a un garçon qui, on l'a pas encore dit, mais ne brille pas particulièrement par ses qualités de vitesse, par ses qualités d'explosivité, mais par sa puissance et donc dans son développement physique. On va aller sur un joueur qui va vraiment être une teigne au sol, un vrai tank, et qui va casser les dents des joueurs qui vont initier le pick and roll en face. Hugues, tu es parti sur les qualités défensives de Rich Shepard. Thomas, toi, tu pars sur quel point? On va partir sur le shooting, comme tu l'as dit en intro, il sort d'une saison, la saison n'est pas finie, mais il est en train de faire une saison complètement historique au shoot, notre ami Rich Shepard. Il prend un bon volume de 3 points, c'est pas non plus un énorme volume, il a à 8,5 3 points par 100 possessions, il me semble. Pour donner une idée aux internautes qui ne voient pas vraiment ce que ça signifie, c'est un peu le volume d'un joueur comme Devin Booker en NBA actuellement. Donc, c'est mon joueur favori en plus, donc c'est parfait pour le signaler. Quel manque de goût, c'est fou. Hein. Du coup, on est sur un solide volume à 3 points, on est sur une réussite qui n'a aucun sens, hein, clairement. Cette année, 52,5% au moment où on parle. Franchement, c'est assez exceptionnel, une super mécanique, vraiment propre tout le temps. La préparation de tir est parfaite, la mécanique est ultra fluide, ultra belle. Franchement, c'est très régulier, il n'y a aucun souci. La balle vient de droite, gauche, aucun souci. Petit mouvement, franchement, c'est vraiment très propre. Off the catch, comme après dribble. C'est vraiment, il a été létal toute la saison, c'est simple, il n'y a pas eu d'up and down avec la saison de Rich Shepard au shoot. On pouvait se dire, bon, au bout de 10 matchs, il est à 50%, ok, ça va redescendre, mais au final, c'est jamais redescendu. Je crois qu'il est à 51% sur les 16 premiers matchs, 51% sur les 16 derniers, quelque chose comme ça. Donc, il a vraiment été régulier dans l'excellence au niveau du 3 points. Donc, il arrive en NBA avec ce profil de shooter ultra fiable derrière l'arc. Ce que j'aime bien aussi dans le reste de son jeu offensif, c'est que il a plus que le shooting derrière, même si il m'a un peu déçu. Il m'a un peu déçu. Non, mais on en parlera un peu dans ses points d'amélioration. Et c'est pas juste un shooter à 3 points, c'est un genre vraiment qui est sous contrôle, que ce soit à mi-distance, notamment sur le short mid-range. J'aime beaucoup sa faculté en fin d'accélération
à pas avoir besoin de se ralentir pour aller dans son pull-up. Vraiment, il s'arrête ultra nettement pour tirer. Il est vraiment toujours sous son contrôle. Pardon, ça se voit à 3 points, ça se voit à 2 points également. Donc on a un joueur qui a été très efficace toute l'année. On peut parler également de son passing. Voilà, c'est plus qu'un joueur qui va tirer. C'est un joueur qui connecte vraiment bien le jeu avec ses coéquipiers. Il y a quelques petites pertes de balles, hein, par moment des petites erreurs, mais c'est vraiment très intéressant dans la facilitation du jeu, main droite comme main gauche. Il n'y a pas les plus grosses prises de risque, j'aurais aimé un peu plus de passes avancées au fur et à mesure de l'année, mais c'est vraiment très très intéressant. Et sur la fin de l'année, il était un peu plus responsabilisé balle en main. On a vu qu'il pouvait vraiment faire des choses très intéressantes, même si c'est pas le joueur qui a le plus de jus balle en main et sera plus amené à jouer off-ball en NBA. Ouais, justement, peut-être repréciser un petit peu le contexte de Kentucky. Il y a quand même beaucoup de ball handlers sur le papier. Il prend quoi comme responsabilité au playmaking? Mais au final, il a un petit usage rate, je crois qu'il a 18% d'usage cette année, donc c'est vraiment le guard qui jouait le plus off-ball, même si, comme je l'ai dit, il avait un peu plus de responsabilité sur la fin de saison. Il a sorti des très gros matchs, notamment son match contre Mississippi State, son season high, où il met 34 points, buzzer beater, enfin, un match exceptionnel, allez le voir sur YouTube, c'est gratuit, ça mange pas de points, c'est vraiment son meilleur match de l'année, vraiment incroyable. Et c'est un des matchs qui permet de le projeter plus avec plus de responsabilités balle en main sur un volume plus important au plus haut niveau. Donc c'est vraiment un match très intéressant pour ça. Mais oui, c'est le joueur qui jouait le plus off-ball. Rob Dillingham était celui qui portait le plus de la balle. Il y avait 30% d'usage quand il sortait du banc, il prenait un peu tout. Il y a DJ Wagner qui porte pas mal la balle. Il y a Antonio Reeves qui était à plus de 20 points par match, donc avait besoin de ses munitions également. Donc pas mal de ball handlers, pas mal de guards dans cette équipe. Et lui, il était là à jouer pas mal off-ball pour récupérer et envoyer des bombes à 3 points. Il faisait un peu le lien entre tout le monde et il a vraiment excellé dans ce rôle toute la saison. Et quand il a fallu prendre un peu plus de responsabilités, il a montré également qu'il pouvait répondre présent quand il fallait. Ouais, j'allais aller là-dessus. Cette saison, Kentucky, il y a quand même quelques blessures. DJ Wagner, Rob Dillingham a raté quelques matchs. Antonio Reeves aussi quelques-uns. Et donc, on a pu voir un Reed Sheppard qui a su élever son jeu dans cet intervalle-là, où il est devenu initiateur principal du pick and roll. Et on a vraiment eu un échantillon très large toute l'année dans plusieurs rôles. Et donc, effectivement, comme le dit Thomas, la projection NBA, elle est hyper intéressante pour plein de rôles différents. Et on a un joueur qui en a encore sous le pied. Je vais pas faire le classique Guards de Kentucky, mais on a un garçon qui, parce que le temps de jeu était à partager et limité sur les postes d'arrière, n'a pas encore montré l'étendue de ses capacités. On va parler, donc, vous nous avez parlé de ses points forts, hein, la défense, le shooting. Effectivement, c'est ce qui saute aux yeux. On voit sa saison qui est excellente en termes d'efficacité. Qu'est-ce qui peut néanmoins améliorer? Et ça, c'est peut-être la question la plus difficile le concernant, je trouve. Vous êtes agent de Reed Sheppard. Qu'est-ce que vous lui dites à travailler cet été avant le processus draft? La question, c'est savoir ce que les franchises NBA elles vont vouloir en faire de Reed Sheppard. Est-ce que tu crois ou pas dans le développement d'un initiateur de jeu secondaire? Pour moi, primaire, c'est pas encore le cas. On sait qu'il y a des limites dans l'explosivité sur le premier pas. On sait qu'il y a des limites sur la verticalité pour la finition au panier. Si je veux vraiment exploiter un maximum le potentiel, je vais aller travailler l'entre-deux sur le maniement de balle, changer de direction, changer de vitesse et utiliser ma puissance au sol pour pouvoir créer un peu plus d'écart. C'est un garçon. On a beaucoup parlé du tir externe qui peut jouer catch and shoot, un peu pull-up aussi, sortir des écrans, rotation très rapide hein, des épaules, notamment sur l'épaule droite pour réacter. C'est un garçon qui m'a impressionné cette année et j'ai développé ça aussi sur la finition au panier. Il monte pas très haut, mais il arrive toujours à protéger son ballon en utilisant la planche. Alors Kyrie Irving hier a mis un buzzer beater incroyable et Kyrie est un magicien, mais Reed Sheppard, il y a un côté un peu comme ça, de savoir désaxer sa balle. Alors, je sais que Nico, il aime pas cette phrase-là. Je suis désolé, Nico, si tu m'écoutes. Trouver les bons angles pour pouvoir poser le ballon et finir avec efficacité. Donc, j'irai bosser là-dessus, moi. L'entre-deux et la finition au cercle encore renforcer ses qualités de magicien. Thomas, qu'est-ce que toi tu lui conseilles à notre ami Reed? Moi, j'aurais aimé
J'aurais aimé le voir prendre un peu plus d'initiative par moment. Des fois, je l'ai trouvé un peu trop scolaire. Et j'ai trouvé que dans pas mal de situations, par exemple, toutes les situations, les possessions qui partaient un peu mal, voilà, il reste 7-8 secondes sur l'horloge. Et Rich Shepard, s'il a la balle, la plupart du temps, même 90% des cas, il allait passer la balle, la patate chaude à Rob Dillingham ou à DJ Wagner pour essayer de créer une solution. Il n'est pas allé, lui, prendre ses tirs plus difficiles quand c'était un peu compliqué. Donc j'ai bien aimé le voir voilà, essayer de créer vraiment ces ISO pour aller chercher ce scoring un peu plus dur. Et c'est ce qui était très beau. On parlera de Rob Dillingham dans un autre épisode, qui a vraiment su être efficace sur ses patates chaudes. Donc j'aurais bien voulu un peu plus voilà, trancher un peu la défense. Même sur pas mal de drives, j'ai trouvé qu'il s'arrêtait un peu tôt, qu'il s'arrêtait un peu trop tôt avec un kick-out assez facile sans avoir créé trop de décalage. Du coup, il manquait de créer quelque chose de plus évident pour son équipe en allant un peu plus attaquer la défense dans ses retranchements. Au final, on a un joueur qui va assez peu au cercle. Seulement 20% de ses tirs sont pris au cercle. Il a un free throw rate assez faible également de 25. Donc, on a un joueur qui a vécu quand même beaucoup de son année à l'extérieur. Plus de 55% de ses tirs sont à 3 points. Donc, j'aurais aimé le voir un peu plus incisif balle en main, un peu plus frapper la défense pour voir ce qu'il pouvait avoir. Mais après, c'est également une situation contextuelle avec DJ Wagner, avec Antonio Reeves, avec Rob Dillingham qui s'occupait également de ce travail, même des ballons intérieurs. Mais j'aurais aimé un peu plus le voir pour avoir de plus ample volume d'évaluation pour le projeter en tant que porteur de balle NBA, mais il était vraiment très bon dans ce rôle. Donc, et il a su en sortir également vraiment. Donc c'est un peu dur de le critiquer là-dessus, même si du coup c'est pas évident de le projeter comme un ball handler au niveau supérieur. C'est pour ça qu'on le projette plus comme un guard off ball qui va tirer à 3 points, qui va faciliter le jeu et qui va savoir faire des plays off the bounds quand il faudra, mais pas sur un très gros volume, quoi. Après, ça, c'est vraiment, comme tu l'as dit, quelque chose de contexte. Et Kentucky sont très réputés pour ça, hein. Le nombre, bah, tu l'as dit avec Devin Booker, toi que t'aimes bien le joueur, Kentucky c'était pareil, il avait assez peu de répétitions balle en main. Tyler Hero c'était la même chose. Ty Washington, il y avait Xavier Wheeler. Jamal Murray, il y avait un peu ce côté-là aussi. Donc Calipari, il te vend du prospect parce qu'il sait très bien que ça va se régler dans les combines et ensuite dans les entraînements que vont faire toutes les franchises. Donc moi, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que le garçon arrive à montrer un peu plus de palette. Et on n'en a pas trop parlé, mais la qualité de passe. Alors oui, il y a pas assez de répétitions. On a quand même un joueur qui envoie le ballon là où le joueur doit être et pas là où le joueur est au moment de recevoir la balle. C'est un truc moi, qui ressort jamais dans les chiffres, mais que je value beaucoup, à quel point tu peux lancer une passe en mouvement et lancer dans la course de l'action et pas arrêter. Et ça, Will Shepherd, il l'a. Et c'est un joueur qui a toujours très bien réagi sur les trappes ou sur les défenses qui remontaient sur lui pour renvoyer une balle dans l'axe sur les prises à deux. Donc j'ai assez de polyvalence et j'ai un garçon qui se fait respecter sur le tir extérieur. Et aujourd'hui, en NBA, quand tu te fais respecter sur ton tir extérieur, ça te trouve quand même beaucoup plus de place pour pouvoir jouer ton pick and roll et mettre en valeur un grand qui roule. Justement, messieurs, je vous propose d'aller sur sa projection à Rich Shepherd. Comment on l'imagine dans ses années rookie, Rich Shepherd? Ça va être quel genre de joueur? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut se faire très vite une place dans le 5 d'une équipe pas terrible en NBA, ou est-ce que c'est un processus qui va être long? Est-ce que aussi il va pas être un peu limité par rapport à son physique? On en a un petit peu évoqué, mais c'est vrai que les mensurations sont pas extraordinaires. Il n'a pas des qualités athlétiques non plus de fou. Gros QI basket, on l'a dit de façon sous-jacente, mais c'est quand même ça qui ressort. Comment on imagine tout ça, Thomas? Moi, je le vois jouer rapidement. Franchement, je pense que il a énormément de qualité pour jouer rapidement. Il n'a pas besoin de la balle en attaque pour peser. C'est un excellent shooter, donc il peut jouer à côté de n'importe qui. C'est un joueur intelligent, il fera la bonne passe. C'est un joueur combatif. Il a des mains exceptionnelles en défense. Moi, ça fait que 3 ans que je suis la draft, mais c'est peut-être le joueur avec les meilleures mains que j'ai vues depuis que je scout. Il a franchement des mains exceptionnelles. Il a deux styles et demi par match cette année. Sur l'homme, il est incroyable pour poke la balle, pour strip quand ça va
quand un big va laisser un peu la balle en bas ou sur des drives, il est vraiment exceptionnel dans ce domaine. Donc il est vraiment très intéressant en défense. Pour moi, il y a encore des petits points d'amélioration, notamment pour passer sur les screens, etc. Je le trouve pas toujours parfait. Donc encore des points d'amélioration défensive, même si c'est vraiment très intéressant. Mais offensivement, oui, il est parfait. C'est le joueur que tu veux à côté de n'importe quel ball handler. En fait, il va shooter, il va space le terrain à 10 mètres, il va être efficace, il va faire les bons choix, il va pouvoir peut-être en faire un peu plus quand il faudra, il va défendre. Et donc, ouais, franchement, moi je pense qu'il peut peser dès sa saison rookie, que ce soit dans une équipe pas forcément très forte où il pourra avoir un peu plus de responsabilité et étendre un peu son jeu, ou dans une équipe forte parce il a tous les intangibles pour performer rapidement et toutes les qualités. Par exemple, je vois, dans une équipe comme les Warriors cette année avec Podziemski, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment avoir un impact rapidement et en NBA par toutes ses qualités. Et, ouais, au final, assez peu de défauts évidents qu'il a. Au final, les défauts qu'on va ressortir, c'est peut-être un manque d'upside, mais pour peser rapidement, c'est pas un problème. Bah, on peut faire même le jeu étendu par rapport à la QV qu'on a, hein. Globalement, on l'a dit encore une fois toute l'année, mais la plupart des jeunes franchises en reconstruction, elles ont leur énorme talent et elles ont un ball handler principal, sauf quelques exceptions, mais tu le mets à peu près n'importe où. Charlotte avec Lamelo, quel kiff. Scully Barnes, quel kiff. Aux Spurs, on aurait un peu plus de création, mais il pourrait avoir 2 pics. On aime beaucoup. Donc, aux Pistons, c'est pareil. Vraiment, il a un profil parfait pour la QV dans laquelle il va tomber. Donc, c'est un joueur qui va peut-être se faire un peu surdrafter par rapport à ce qu'on aurait pu avoir les années précédentes. Par contre, c'est un joueur qui va tout de suite avoir un impact positif, et l'environnement dans lequel il évolue, familial, avec 2 parents basketteurs qui ont joué à un niveau collégial plus qu'intéressant et qui sont très présents et qui encadrent énormément leur fils, font que normalement la transition professionnelle devrait se faire assez simplement pour ce jeune homme. Chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a été récemment élu meilleur freshman de la prestigieuse SEC où évolue Kentucky. Chose importante pour vous dire un petit peu à quel point il a marqué les esprits, Rich Shepherd. Quand vous voyez Rich Shepherd, est-ce qu'il vous fait penser à quelqu'un, si on joue un petit peu au jeu de la comparaison? Est-ce que, ou dans le rôle qu'il pourrait avoir par exemple, est-ce que on pourrait l'imaginer, je sais pas, je pense à quelqu'un comme un Derrick White à Boston, ou même pourquoi pas un Alex meilleur Caruso. Alex Caruso un peu plus fort en attaque? Est-ce qu'on a... Alex Caruso à l'université, c'était un ball handler. Il a arrêté de le faire au niveau NBA parce que tu as joué avec les LeBron James. Mais là, cette année, il leur fait un peu plus à Chicago parce qu'il y a manque de moyens. Mais bon, après, c'est le profil de l'arrière blanc. Sinon, un Drew Holiday, ça peut être un plus que gros plafond. Mais White et Holiday ont plus de qualité verticale quand même. Pour finir, messieurs, j'ai 2 questions. Est-ce que, déjà, pour vous, c'est le meilleur prospect de Kentucky? Ah, vas-y, Pour Thomas. moi, non. Pour Non? moi, c'est Rob Dillingham, mon numéro 1 à Kentucky, mais c'est mon numéro 2 du coup. Hugues? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Celui qui a la carrière la plus longue de façon safe, c'est lui. Ouais. Celui qui a peut-être le plus de potentiel pour mener une attaque qui marche pas, mais une attaque quand même, c'est Rob Dillingham. Très bien. Nous connaissons donc tes origines normandes. Merveilleux. Dernière question, donc, justement, en propos de potentiel, parce qu'on a bien compris que le plancher était élevé. Est-ce que vous croyez au potentiel? Parce que ça, c'est la question qui va aussi faire en sorte que on peut l'imaginer drafté très très haut, et si on, un peu moins si on y croit moins. Est-ce que vous croyez à beaucoup que ce garçon peut encore pas mal se développer? Oui, sur le jeu pour lui-même. Je pense que quand il sera encore plus développé physiquement et qu'il aura plus de répétitions, on peut avoir un garçon très sérieux, même si pour moi, la limite, ce sera porteur secondaire. Je veux une star à côté qui initie du jeu, mais ça peut être un parfait complément. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, même si je pense qu'il peut progresser, il
il a montré sur la fin de saison, par moment, pouvoir mettre des petits coups de vitesse pour accéder au cercle avec une petite hésitation main droite, main gauche. Il est capable d'aller au cercle des deux côtés. J'aime beaucoup le contrôle qu'il a à mi-distance, comme je l'ai dit, que ce soit dans le short mid-range, pour vraiment pouvoir créer son tir. On voit qu'il a vraiment le contrôle de son corps, le toucher pour rentrer des tirs dans n'importe quelle zone sur le terrain. Ouais. Après, le handle est vraiment limité, on n'a pas forcément parlé, il y a peu de cross, c'est vraiment un handle assez basique. Il va sur ses spots, il trouve ses spots 1, 2, 3 dribbles, mais voilà, il n'y a pas énormément de fioritures. Donc, pour moi, comme je le vois jamais comme un gros porteur de balles en NBA. Pour moi, c'est maximum 2. C'est plus voilà, un port de balle, pour moi, plus un joueur off-ball, pardon. Et après, ça dépend ce qu'on évoque quand on parle de plafond. Si pour moi, Rich Shepard, il atteint une quinzaine de points NBA, qu'il a 4-5 rebonds, qu'il a 5-6 passes, qu'il ait une interception et demie, qu'il a 0,5 contre, vu qu'on n'a pas parlé des contres, mais c'est aussi moi, il m'avait choqué déjà sur la tournée de pré-saison au Canada. C'est un joueur qui a un timing exceptionnel pour close-out. Il saute encore un peu trop, pardon, mais il a vraiment un timing incroyable et il est capable de contrer quasiment un ballon par match, alors qu'il n'a pas la détente verticale du siècle et qui fait qu'1m90. Donc, non, franchement, c'est un joueur qui a vraiment quelque chose en plus. C'est un joueur qui met beaucoup de sol. Donc, même si je crois pas, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui croient en Rich Shepard, énorme porteur de balle au niveau NBA. Je pense que ça peut être un magnifique joueur de complément et qui a encore de la marge devant lui pour progresser. Donc, pourquoi pas aller chercher un corps plus haut. Donc, pick safe, même s'il n'y a aucun pick safe, pick qu'on peut considérer pardon, comme assez safe avec des vraies certitudes qui peut continuer de croître en progressant. Et c'est un joueur qui va jouer, donc il va pouvoir goûter au terrain. Et il n'y a qu'en jouant qu'on progresse vraiment beaucoup. Donc, ouais, je pense que ça peut être très intéressant dans le futur, aussi bien dans 1 ou 2 ans que dans une dizaine d'années. Pour me mouiller, je vais citer Larry Bird. Ce mec-là, il vaut 100 millions. Est-ce que vous avez des red flags par rapport à lui? Est-ce que sa taille, parce que c'est un petit 1m90, hein, tu l'as dit Thomas en début de Ouais, pod, c'est plutôt 1m88, 1m88, voire 1m88 en chaussures, donc c'est avec une petite envergure. Est-ce que le physique vous fait pas peur? Parce que là, effectivement, on a un garçon assez tanké, donc à un niveau universitaire, ça va. Est-ce que face aux avions de chasse qu'il y a comme athlète en NBA, c'est pas quelque chose qui vous crispe un petit peu? Moi, c'est un petit peu la crainte que j'ai pour lui. Quand par tu exemple. regardes les joueurs du profil qu'on a évoqué, tu vois, les Drew, Caruso, Marcus Smart, etc., ils font tous maximum 1,93. Moi, ça me choque pas tant que ça. Ils sont puissants au sol, ils sont bons. On va les mettre principalement sur des arrières. Au niveau de switchabilité, il y aura la puissance et puis il y aura le vice pour pouvoir négocier. Donc, non. Non. Et puis, on est sur ce kiff faut faire au moins 6 pieds 3. En réalité, quand on regarde la NBA, les gros meneurs de jeu, même des années 2010-2020, ils font maximum 1m80, 1m91 encore. Donc on n'y est pas encore au fantasme des meneurs de 2 mètres, tous à 2 mètres, et donc impossible à défendre. Ouais, je suis d'accord avec Hugues. Il est bien tanké. C'est un vrai bon défenseur. Il a supplément d'âme. C'est un excellent intercepteur. Il met le seul qu'il faut. Donc, ouais, même s'il n'a pas la switchabilité du siècle, il ne pourra pas défendre un 4. Mais pour des guards, ce sera très intéressant s'il arrive à maximiser sa défense. Eh bien, messieurs, je crois que le tour a été complet concernant Rich Shepard, donc de Kentucky. On va se quitter, on va se dire à très vite. N'oubliez pas de nous donner de la force, likez, partagez le pod, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à très vite avec certainement encore un petit prospect de Kentucky, justement. À très vite, des bisous, bye bye. Ciao. Salut à tous.